Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de l'inclusion. Qu'est-ce que l'inclusion? J'avais très envie de faire cette vidéo suite à un réel qui a fait le buzz sur Instagram d'une institutrice qui parlait des difficultés en fait qu'elle rencontrait avec les enfants, avec des enfants de sa classe qui avaient des TND, des troubles du neurodéveloppement, donc TSA ou TDAH, et à quel point c'était difficile en fait cette inclusion. Donc je vous mettrai les références du réel. Et j'avais envie de rebondir sur ce réel en fait, hein, en story, je vous avais dit j'ai tellement de choses à dire que je vais faire une vidéo YouTube parce que là je vais pas m'en sortir par écrit en story. C'est un sujet qui me passionne, qui m'inspire beaucoup, qui m'allume. Donc voilà, je me suis dit que ce serait mieux de faire directement une vidéo. Et j'avais très à cœur d'apporter ma vision de l'inclusion en tant que mère d'un enfant autiste aussi. Donc dans ce réel, cette institutrice dénonce le fait qu'il y ait de plus en plus d'enfants, d'élèves à besoins spécifiques dans les classes, donc avec des troubles du neurodéveloppement. C'est de ces élèves-là qu'elle parle dans son réel, mais qu'il y a peu de moyens qui sont mis en place pour les accueillir correctement et du coup qu'elle se retrouve en tant qu'institutrice dans des situations extrêmement compliquées, que c'est impossible de faire classe et de gérer les situations compliquées générées par ces élèves-là. Elle parle de situations de violence envers les autres enfants, de meubles retournés, etc., etc. Du coup, elle parle de toutes ces difficultés-là qu'elle traverse en tant qu'enseignante et elle dénonce ce qu'elle appelle l'inclusion à tout prix, qui est parfois prônée, et elle parle d'alerte inclusion. Elle veut alerter sur cette inclusion. Et j'avais envie de rebondir sur tout ça. Alors déjà, dans le fond, je suis vraiment d'accord avec elle. Il n'y a pas assez de moyens pour accueillir ces élèves-là, et c'est scandaleux, et ce n'est pas normal. J'ai vraiment apprécié qu'elle ait eu la délicatesse de ne pas dénoncer les élèves en eux-mêmes, mais vraiment le système qui n'est pas adapté pour ces élèves-là, et le manque de moyens, puisque les moyens ne sont pas mis pour accueillir ces élèves-là. En plus, elle parle du fait qu'elle fait une formation sur l'autisme, sur son temps personnel, pour mieux comprendre son élève autiste, etc., et pour se rendre compte finalement qu'elle n'a pas les moyens de répondre à ses besoins. Et ça, c'est vraiment à saluer aussi, le fait qu'elle s'informe, qu'elle se forme d'elle-même. Donc sur tout ça, je suis vraiment d'accord avec elle et je suis contente qu'elle l'ait partagé aussi. Après, là où j'avais envie de rebondir, c'est qu'elle utilise cette expression alerte inclusion. Et je comprends vraiment sur le fond, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est attention, on demande de plus en plus d'inclure ces élèves-là dans les classes dites ordinaires, alors qu'il n'y a pas les moyens pour. Et du coup, ça crée des situations très très compliquées qu'elle décrit très bien dans le réel. Donc je comprends vraiment sur le fond. Sur la forme, ça me dérange un peu le fait de parler d'alerte inclusion, donc je vais apporter ma vision, c'est une petite nuance, hein. Sur le fond, je suis d'accord avec elle. Mais en fait, voilà, ce que j'avais envie d'ajouter au niveau de ma vision, c'est que pour moi, ce qu'elle vit, et qui est absolument scandaleux, on est d'accord là-dessus, ce n'est pas de l'inclusion en fait. Tout simplement, mettre tout le monde ensemble et débrouillez-vous, en gros, sans aucune adaptation, sans rien, ça, ce n'est pas de l'inclusion. L'inclusion, la vraie, elle vient forcément avec les moyens nécessaires pour que l'enfant à particularité soit accueilli parmi les autres, mais en tenant compte de ses particularités, en tenant compte de ses besoins spécifiques. Donc, ça veut dire forcément qu'il va y avoir des aménagements spécifiques qui seront mis en classe pour que ces besoins particuliers soient remplis. Quand on pense aux enfants à troubles neurodéveloppementaux, donc TSA, TDAH, effectivement, dans une classe ordinaire, de par leur fonctionnement, ça va être compliqué si aucun aménagement n'est mis en place, parce qu'effectivement, ils ont besoin d'un minimum de calme, souvent ils sont sensibles au bruit, il y a plein de situations induites par le système de l'école ordinaire, qui vont être particulièrement compliquées pour eux. Donc forcément, il y aura besoin d'aménagements spécifiques pour répondre au mieux à leurs besoins et pour que ça se passe bien en fait. Donc ça va être par exemple peut-être un coin calme au fond de la classe pour faire des pauses au calme régulièrement tout au long de la journée. Ça pourrait être d'avoir une AESH, alors parfois c'est quelques heures de temps en temps, parfois c'est plus, pour l'accompagner pour certaines choses où il a besoin d'être accompagné par une autre personne. Ça peut être le fait d'être accompagné lors des transitions, le fait d'avoir des aménagements précis mis en place lors des transitions pour qu'elles se passent bien. On sait que les transitions sont des moments de la journée particulièrement compliqués pour ces enfants-là. Ça peut être d'avoir un casque anti-bruit à disposition pour se préserver au niveau de ses sensibilités auditives.
quand il y a trop de bruit et plein d'autres choses comme ça. Et ça, tous ces aménagements-là, ils font partie intégrante, selon moi, vraiment de la définition de l'inclusion. On ne peut pas parler d'inclusion s'il n'y a pas ça, en fait, parce que ça n'en est pas, ce n'est pas de l'inclusion. Euh, Ce serait plutôt, je dirais, de l'intégration. J'avais entendu cette expression une fois quelque part et ça me parle beaucoup de faire cette nuance-là. Intégration versus inclusion. L'intégration, ce serait mettre tout le monde ensemble et puis c'est tout. Mais ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas puisque ces enfants-là ont besoin d'aménagements spécifiques et sinon leurs besoins ne sont pas remplis et ça ne peut pas bien se passer pour eux dans ces conditions-là. Donc l'inclusion, elle tient compte de leurs besoins spécifiques et il y a des moyens qui sont mis en place pour. Alors c'est pas forcément des choses très compliquées ou qui coûtent très cher, mais il y a des choses qui sont mises en place. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et oui, il n'y a que comme ça que ça peut bien se passer. Donc oui, l'inclusion, elle est possible, mais ça nécessite les moyens pour. Donc moi, je suis vraiment pour l'inclusion. La vraie inclusion, celle qui tient compte des besoins spécifiques de ces enfants-là et qui fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Euh, Sinon, on les envoie au casse-pipe, hein, clairement, et puis ça fait souffrir tout le monde. Ça fait souffrir tout le monde, les enfants en question, à besoins spécifiques, et les profs, et les autres élèves, et tout le monde. Et en fait, c'est juste terrible. Donc, dans ces conditions-là, forcément, ça ne sert à rien. Et encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas de l'inclusion. Et cette vraie inclusion-là dont je parle, oui, elle est possible. Et ça, je le sais, j'ai envie de vous partager mon expérience aussi avec mon fils pour vous montrer à quel point on peut transformer ces situations où on a l'impression que l'inclusion n'est pas possible, alors qu'en fait, en faisant ce qu'il faut, elle devient possible. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi de vous partager mon expérience. La scolarité a été très, très compliquée pour mon fils il y a quelques années quand il était en maternelle. Et puis ensuite, d'ailleurs, il y a eu le confinement. Et le confinement, pour nous, ça nous a sauvé la vie, hein, clairement, parce que l'école, c'était devenu plus possible. En fait, c'était invivable. C'était, voilà, il y avait la phobie scolaire. Tout était trop. Il supportait plus rien. Et c'était beaucoup de crises. Et c'était très, 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 très compliqué. Donc le confinement pour nous a été un vrai soulagement, en fait, c'était ouf. Mais à cette époque-là, on n'avait pas encore le diagnostic, même s'il y avait des suspicions, et il n'y avait rien de mis en place, aucun aménagement spécifique pour lui. Donc l'école était une souffrance énorme pour lui, et c'était très difficile pour tout le monde, et ça se passait pas bien du tout. Et maintenant, aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Il a eu une évolution vraiment incroyable. Donc là, il est à l'équivalent du CE2. Nous, on est en Belgique, mais c'est l'équivalent du CE2 maintenant. Mais ça s'est pas fait sans rien. On l'a pas juste remis à l'école après le confinement et puis advienne que pourra. On a mis en place plein de choses. Et moi, je sais vraiment, je suis intimement convaincue et je le sais de par toutes les observations qu'on a pu faire, que sans toutes ces choses qu'on a mis en place, il ne pourrait pas encore aujourd'hui aller à l'école. On est passé par plein de choses, on est passé par des périodes de phobie scolaire, tellement ça devenait impossible. On a eu peur qu'ils se fassent exclure à un moment donné aussi. On nous parlait de plus en plus d'écoles spécialisées. Donc, tout ça pour vous dire, pour vous expliquer qu'on est parti vraiment de loin et que finalement, avec tous ces aménagements qui ont été mis en place, ça se passe bien, ça se passe très très bien. Alors que, voilà, on aurait pu penser que c'était impossible avec lui et qu'on aurait pu nous dire, oui, bah, votre enfant, l'école, c'est impossible pour lui, etc., etc. Tout ça pour dire que les aménagements spécifiques, ça change tout. Quand c'est fait correctement, quand on tient vraiment compte des besoins de l'enfant, ça change tout. Et là, maintenant, ça se passe vraiment très bien. Et donc, avec une vraie inclusion, ça peut vraiment très, très bien se passer et ça peut tout changer entre une fausse inclusion, intégration et la vraie inclusion qui tient compte des besoins spécifiques et qui, avec les moyens fournis pour, ça peut absolument tout changer de la scolarité de l'enfant. Tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir là-dessus. Quand cette personne parlait dans son réel des comportements violents, elle décrivait par exemple des situations où des enfants arrachaient des mèches de cheveux à d'autres enfants ou retournaient les meubles, etc. Ça, clairement, oui, ça peut arriver. Et nous, on l'a vécu, ça, hein. Moi, je suis du côté de la maman, c'est pas facile non plus. On l'a vécu. Et donc, je vois très, très, très bien de quoi elle parle. Et ça, on le vit plus du tout maintenant parce que les bons aménagements ont été mis en place. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est pas ces enfants-là sont dangereux pour les autres ou font du mal aux autres, donc il faut les mettre forcément ailleurs. C'est plutôt s'ils se comportent comme ça, c'est pas juste qu'ils se comportent comme ça pour se comporter comme ça,
En fait, ces enfants-là, quand ils deviennent violents comme ça, c'est qu'ils entrent en situation de crise parce qu'ils ont été eux-mêmes violentés par leur environnement. Ce sont des réactions défensives de survie face à une agression de l'environnement. Parce que cet environnement peut être extrêmement agressif pour eux, le fait qu'il y ait du monde, du bruit, etc. Et du coup, ce qu'il y a besoin dans ces cas-là, c'est pas de le mettre ailleurs, de le mettre à part nécessairement, mais ça va être surtout de travailler sur l'environnement pour que l'environnement ne soit plus violent pour lui, pour que être là ne soit plus violent pour lui, et c'est ça vraiment l'inclusion. Et quand on fait ça, vraiment, les comportements très difficiles comme ça, ils disparaissent d'eux-mêmes. Ces enfants-là, ils n'ont pas besoin d'être dressés, d'être matés, comme on peut le penser souvent, comme certaines personnes vont dire. Ils se comportent comme ça parce qu'ils sont eux-mêmes violentés et sous un état de stress vraiment très fort, parce que rien n'est adapté pour eux, parce que c'est comme si on les jetait dans la fosse aux lions, quoi, sans leurs aménagements. Rien n'est adapté pour eux dans l'environnement, «ordinaire» entre guillemets, et particulièrement à l'école, et forcément du coup ils sont en souffrance, et quand ils sont en souffrance, eh bien ils ont des réactions défensives comme ça qui peuvent être très compliquées, violentes pour les autres, et cetera. À partir du moment où on tient compte de leurs particularités, qu'on aménage l'environnement, de façon à ce qu'ils soient à l'aise et confortables et à ce qu'ils se sentent bien, alors ces comportements-là disparaissent d'eux-mêmes, et nous on l'a vraiment expérimenté, ça je peux vraiment en témoigner. Il n'y a plus de soucis de ce genre maintenant à l'école avec mon fils, avec tout ce qui a été mis en place au niveau de son environnement et tous les aménagements qui ont été mis en place. Et encore une fois, bah, c'est ça l'inclusion. Voilà pourquoi l'inclusion, la vraie, elle peut tout changer. Et voilà pourquoi ces situations décrites dans ce réel, qui sont vraiment très difficiles à vivre pour tout le monde, bah, justement, elles pourraient être évitées si les moyens étaient mis pour une véritable inclusion. Donc on voit bien que le problème là, c'est pas l'inclusion le problème, dans le sens, inclure les enfants ayant un TSA, un TDAH parmi les autres, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, de les lâcher comme ça, sans rien, sans aide, sans aménagement spécifique, sans tenir compte de leurs besoins particuliers. Là, forcément, bah, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien et ça fait souffrir tout le monde. Mais si on inclut ces enfants en tenant compte de leurs besoins particuliers, en ayant une connaissance fine de leur fonctionnement et en adaptant vraiment l'environnement par rapport à leurs besoins et en mettant en place les aménagements dont ils ont besoin, bah là, ça peut tout changer et vraiment très, très bien se passer, encore une fois, et c'est ça la vraie inclusion. Donc vraiment le problème là, pour moi, c'est vraiment pas l'inclusion en elle-même, c'est la façon dont elle est pratiquée, c'est que c'est justement, c'est pas une vraie inclusion, c'est de la fausse inclusion. Dans le réel, cette institutrice parle d'inclusion à tout prix, et ça évidemment que je suis d'accord avec elle, dans le sens où l'inclusion à tout prix, dans le sens on les met ensemble et on met pas les moyens derrière, bah, je ne suis pas pour non plus, évidemment. Ça revient à de l'inclusion n'importe comment, qui n'est pas de l'inclusion en fait, hein, comme je disais, plutôt de l'intégration, donc ça non, évidemment. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait d'office mettre les enfants ayant des troubles du neurodéveloppement dans des écoles spécialisées et les mettre à part? Je sais que le réel en question peut être interprété comme cela. Il y avait énormément de commentaires et j'ai vu des commentaires allant de ce sens-là, en fait, où le raccourci qui va être fait, c'est: «Bon, bah, à ce moment-là, il faudrait pas les mettre ensemble», et là, en tant que mère d'enfant autiste, j'ai des choses à dire aussi par rapport à ça, et autant je comprends parfaitement, du coup, que les enseignants soient à bout face à ces situations, terribles et très difficiles à vivre dues à cette fausse inclusion, autant est-ce que ça veut dire qu'il faudrait rediriger d'office dans des écoles spécialisées, ces enfants-là, bah, là, non, je suis pas d'accord et je pense vraiment pas que ce soit la solution. Et par rapport à ça aussi, j'ai envie de vous partager mon expérience. Donc nous, comme je disais, il y a quelques années, ça se passait très mal à l'école. Mon fils pouvait avoir des comportements violents envers les autres enfants, il y avait des situations vraiment très, très compliquées, et à un moment donné, on nous parlait de plus en plus d'écoles spécialisées. Et je me suis renseignée sur tout ça. Alors déjà, donc moi je suis en Belgique, hein, pour information, mais alors déjà des écoles spécialisées, il y en avait pas près de chez nous, c'était, énormément de route, 1 heure et demie de route pour y aller, donc on imagine ça au quotidien, c'est quand même compliqué. Et puis surtout, elles n'existaient pas en rapport avec les besoins de mon fils. C'est-à-dire que mon fils est autiste, oui, mais il n'a pas de déficience intellectuelle. Au contraire, au niveau intellectuel, enfin voilà, il a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Et les écoles spécialisées qui existent autour, eh bien, ce sont des écoles, pour enfants autistes avec déficience intellectuelle. Mais là, du coup, ça n'aurait vraiment pas du tout correspondu à ses besoins, et il se serait ennuyé intellectuellement, en fait, forcément, s'il avait été dans une école comme ça.
Ensuite, il y avait les écoles spécialisées pour les enfants avec troubles du comportement. Et je sais que sur le papier, vu les comportements qu'ils pouvaient avoir, on aurait pu le faire rentrer dans une école comme ça. Sauf que, alors autant j'ai rien contre les écoles spécialisées de façon générale. Je sais que ça peut beaucoup aider certaines familles, que ça peut tout changer pour certaines familles, etc. Mais voilà, faut pas que ce soit fait n'importe comment. L'idée, c'est pas de se dire, il faut absolument, caser l'enfant quelque part. Alors on peut pas mettre dans le milieu ordinaire parce que c'est pas adapté, donc il faut absolument lui trouver, une école spécialisée et cetera. Puis après, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas adapté. Et pour les écoles, pour, les troubles du comportement, là, pour le coup, je suis vraiment pas pour. Donc comme je disais, autant il y en a certaines, que je trouve qui peuvent être vraiment vraiment chouettes et adaptées, pour certains enfants. Autant celles pour les troubles du comportement, en fait, si on reprend ce que je disais avant, l'enfant autiste ou avec un TDAH qui se comporte comme ça de façon, très agressive par moment, ça c'est qu'il est violenté par son environnement. Et le catégoriser, trouble du comportement et le mettre dans une école dédiée aux enfants ayant des troubles du comportement, en fait, pour moi, c'est vraiment tenir compte des symptômes sans tenir compte vraiment de la cause derrière. Et s'occuper juste du symptôme, c'est-à-dire du comportement, où là, souvent, en plus, c'est des méthodes qui ressemblent plus à du dressage, selon moi, de voilà, punition, récompense, et cetera. C'est complètement ignorer la source du problème, la vraie cause, en fait, du problème. Alors que si on essaye de vraiment comprendre pourquoi il a ces comportements-là et de comprendre les causes et de traiter au niveau des causes, c'est-à-dire souvent, bah, ça va être faire en sorte que l'environnement soit plus adapté à ses besoins, tout simplement. Bah, ça peut pas vraiment fonctionner, en fait. Ça va plus être d'une forme de dressage, mais comme on est dans la négation de ses besoins réels, bah, voilà, ça devient violent pour l'enfant, en fait, et puis ça va pas, l'aider sur le long terme. Les comportements ne vont pas s'améliorer, on traite pas la cause, donc voilà, ça pourrait avoir l'air de fonctionner par moment, puis d'autres non, puis on y va avec le bâton, la carotte, et cetera. Alors que si on tenait vraiment compte de ses vrais besoins, et qu'on fasse en sorte qu'il soit plus apaisé dans son environnement, bah, ces comportements-là, ils disparaîtraient d'eux-mêmes. Donc ça, pour moi, c'était hors de question. Une école trouble du comportement. Plus souvent, dans ces écoles-là, ce qui se passe, c'est que les enfants, après, risquent d'imiter les comportements inadaptés des autres et ça peut créer des comportements supplémentaires compliqués qu'on n'avait pas au départ. Enfin voilà, ça peut être l'enfer. Voilà, fin de la parenthèse sur ces écoles-là, mais j'avais quand même envie de donner mon avis là-dessus. Mais voilà, donc en gros, on avait soit les écoles pour enfants autistes avec déficience intellectuelle alors qu'il n'en a pas, les écoles pour enfants avec troubles du comportement. Bon là, pour le coup, même la pédopsychiatre qu'on voyait à ce moment-là, elle n'était pas franchement pour. Et puis, elle nous avait parlé, du coup, la pédopsychiatre, d'une école qu'elle avait trouvée, qui selon elle pouvait correspondre. Et en fait, c'était une école pour les enfants ayant des troubles des apprentissages. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'était une école qui était conçue pour les enfants avec des troubles 10, niveau dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, etc. Alors, forcément, ça m'a interpellée vu que mon fils ne présentait pas, visiblement, de troubles d'apprentissage et on n'en soupçonnait pas du tout déjà à l'époque. Donc, encore une fois, ça faisait vraiment genre, il faut le mettre quelque part et on ne sait pas où, donc il faut trouver une école spécialisée parce que dans l'ordinaire, ça va pas, mais en fait, c'est un peu comme si ces enfants, on cherchait absolument, voilà, à les caser quelque part. Et entre parenthèses, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais quand je parlais d'école à la maison, dans ces cas-là, parce que pour moi, c'était encore la solution la plus adaptée. S'il pouvait pas être en milieu ordinaire, je préférerais largement cette option-là plutôt que de le mettre dans une école spécialisée inadaptée à ses besoins. Mais là, souvent, les professionnels sont très, très réticents à ça. Il y a toutes ces idées reçues sur l'IEF, et cetera et ils préfèrent, le mettre dans une école inadaptée. Enfin, selon eux, ce serait mieux que l'école à la maison. Bon, fin de la parenthèse, mais ça, c'est encore quelque chose qui m'a choquée, à l'époque. Mais toujours est-il que, aujourd'hui, mon fils, on parlait d'école spécialisée pour enfants avec troubles de l'apprentissage à l'époque. Aujourd'hui, pour vous dire, c'est le meilleur de sa classe en lecture. On nous a dit qu'il lisait comme un élève de secondaire, que c'était incroyable son niveau de lecture, et cetera. Vous imaginez qu'il se serait retrouvé avec des enfants qui ont des grosses difficultés en lecture dans une école spécialisée pour ces enfants-là? Et je me dis, vous imaginez les dégâts vraiment pour ces enfants-là, ces enfants autistes ou ces enfants avec TDAH, les dégâts de la non-inclusion, en fait. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'aurait pas les moyens pour les inclure dans des écoles ordinaires et du coup, ça voudrait dire renoncer à leur donner, leur chance d'accéder aux apprentissages comme les autres.
et les niveler par le bas, en fait, en les mettant dans des écoles spécialisées inadaptées à leurs besoins. Donc, ils peuvent être, pour certaines, vraiment géniales, pour certains enfants, quand c'est adapté à leurs besoins spécifiques. Mais pour d'autres, si on met un enfant qui ne correspond pas à l'école en question, bah, ça ne peut pas fonctionner. Et vous imaginez comment ça peut entraver l'expression de leur plein potentiel si on les met comme ça dans des écoles spécialisées inadaptées à leurs besoins et à leurs capacités, juste parce qu'il faut les mettre quelque part, mais que personne n'en veut ailleurs et qu'on ne sait pas comment gérer ailleurs parce que le personnel n'est pas formé, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas les bons aménagements, etc., etc. Et quelque part, ça fait un peu solution de facilité de bon bah comme on ne sait pas comment faire pour que ça se passe bien dans le milieu ordinaire entre guillemets, bah voilà, on va le mettre dans le spécialisé. Puis ah bah là, il y a de la place dans cette école, elle est pas trop loin, allez hop, on le met là quoi. Ben, c'est pour ça que moi dans ces cas-là, clairement, je préférais tout de suite passer en option IEF plutôt que le mettre dans une école spécialisée inadaptée. Mais n'empêche que j'ai reçu toutes ces propositions-là quand même. Donc voilà, je vous partage ça aussi pour montrer le revers de la médaille de l'idée de tout de suite mettre les enfants à besoins spécifiques dans des écoles spécialisées comme si c'était la solution miracle à tout, comme si ça réglait le problème. En fait, non, ça le règle pas, ça le déplace ailleurs en fait. Et en plus, selon moi, il y a quand même une question éthique aussi, parce que ça fait un petit peu ségrégation un peu quand même, quoi. Quand on parle de neurodivergence, c'est cette idée que il y a différentes façons de fonctionner, il y a différentes façons de fonctionner pour le cerveau humain et qu'il y a la façon voilà, neurotypique courante et puis il y a d'autres versions entre guillemets et l'autisme c'est une autre façon de fonctionner, le TDAH c'est une autre façon de fonctionner et quand on parle de neurodivergence, il y a cette idée qu'il n'y en a pas une meilleure que les autres. Être autiste, c'est pas une tare, c'est juste avoir un fonctionnement différent et du coup des besoins différents aussi. Mais est-ce que parce que les personnes autistes sont en minorité, en grande minorité dans le monde actuel, est-ce que ça voudrait dire qu'elles devraient être mises à part en fait et qu'elles ne pourraient pas vivre avec les autres en harmonie, etc. Enfin, franchement, d'un point de vue éthique, quand on voit les choses comme ça pose sacrément question quand même. Et quand on voit, encore une fois, là, c'est du vécu, à quel point en mettant en place les bons aménagements, on a eu des évolutions, on a eu une évolution vraiment spectaculaire, du coup, par rapport à mon fils. En constatant ça, je me dis, mais heureusement qu'il n'a pas été dans l'école spécialisée, heureusement qu'on s'est battu pour mettre en place les bons aménagements, etc. Heureusement qu'il est tombé sur une institutrice absolument merveilleuse qui a fait ce qu'il fallait aussi, qui a su aussi nous écouter, et puis l'école, et puis tout ça. Et je sais que dans certaines écoles, bah, c'est pas du tout possible ou très très compliqué parce que les personnes sont très fermées, etc. Et c'est, pour moi, clairement, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est ça qui est dit hein, dans le réel, hein, finalement. Mais j'avais vraiment envie de témoigner du fait que c'était possible, que des enfants pour lesquels on pourrait penser qu'il y a rien à faire, qu'il faut juste les mettre ailleurs parce que c'est pas possible. Bah si, en fait, avec les bons aménagements, ça peut absolument tout changer. Mais ça va demander de prendre du temps, de faire des réunions, d'étudier de près de quels aménagements ils ont besoin et comment les faire et comment les mettre en place, d'être bien informés sur leurs particularités, sur leur fonctionnement, le fonctionnement de leur cerveau particulier, autiste, TDAH par exemple. Je cite ces atypies-là, mais après pour les enfants 10, etc., bah, c'est pareil, il y a d'autres aménagements spécifiques à mettre en place. Et oui, ça va demander des efforts de la part d'un peu tout le monde, mais n'empêche qu'en faisant tout ça, bah, c'est vraiment possible en fait qu'ils évoluent avec les autres et que ça se passe bien et que ça se passe tellement mieux en fait et que ces situations violentes auxquelles on pense, bah, elles n'existent plus à ce moment-là, une fois qu'on aura pris toutes ces précautions-là. Et si je reprends l'exemple de mon fils, honnêtement, quand je vois où il en est là, il revient de 5 jours de classe verte en classe ordinaire, entre guillemets. Si on nous avait dit ça il y a 3 ans, on l'aurait pas cru du tout, on n'aurait pas cru que c'était possible. On a reçu énormément de félicitations de l'école qui s'émerveillait de son évolution, qui semble incroyable. Et nous aussi, on s'émerveille de son évolution dans le milieu scolaire, à quel point c'est le jour et la nuit. Et ça, je sais que c'est grâce aux aménagements qu'on a mis en place et que sinon, ce serait juste pas possible. Voilà, donc tout ça pour dire, oui, oui, un grand oui à l'inclusion et oui, ça nécessite des moyens et non à la fausse inclusion de on met tout le monde ensemble et débrouillez-vous, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et non aussi au placement abusif dans les écoles spécialisées pour quand on jette un peu l'éponge parce que l'inclusion, ça a l'air trop compliqué, la vraie, hein, je veux dire.
Ça a l'air trop compliqué donc bah, autant le mettre ailleurs et puis comme ça, ce sera plus facile. Bon, en vrai non, hein, c'est juste pas plus facile, c'est plus facile pour, peut-être pour les personnes de l'école ordinaire, mais c'est tout. Hem Parfois, ça peut vraiment mettre à mal la scolarité des enfants qui auraient finalement pu très, très bien, s'en sortir avec les bons aménagements en milieu ordinaire et qui se retrouvent dans des écoles spécialisées inadaptées à leurs besoins et ça, c'est vraiment dommage. En plus, dans certains systèmes, je sais que c'est le cas en Belgique, une fois qu'un enfant est dans le système alternatif, école spécialisée, c'est très, très compliqué après d'en sortir et de revenir dans l'ordinaire parce qu'il est un peu catalogué comme, pas capable d'être dans le milieu ordinaire et ça, je trouve ça quand même très injuste aussi parce qu'en vrai, ça veut juste dire ça veut pas dire qu'il est pas capable d'être dans le milieu ordinaire, ça veut sûrement beaucoup dire aussi que, l'école ordinaire n'a pas su, tenir compte de ses besoins. En vrai, souvent dans la plupart des cas, c'est ça, je vais pas dire dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, c'est ça quand même et c'est quand même hyper triste qu'après en plus on l'empêche de revenir, dans le milieu classique et que ça puisse même lui fermer des portes ensuite au niveau de ses études et cetera et voilà, c'est pour ça aussi quand je parle de ségrégation, bah, il y a quand même un côté validisme là-dedans quand même, qui est très, très injuste aussi finalement. Voilà ce que j'avais à cœur à partager là-dessus. J'avais beaucoup de choses à dire. Effectivement, ce serait jamais passé, en quelques stories. J'espère que ce sera enrichissant pour vous. En parlant d'aménagement scolaire, sachez que c'est un point qu'on voit en profondeur dans mon programme d'accompagnement destiné aux mères d'enfants autistes et aux mères d'enfants avec TDAH, qui s'appelle le Cercle des mères d'enfants extraordinaires. J'ai toute une masterclass là-dessus, sur les aménagements scolaires, sur tout ce qui peut être mis en place pour ces enfants-là, pour tenir vraiment compte de leurs particularités par rapport à l'autisme, par rapport au TDAH et on voit ça vraiment très en profondeur et ensuite, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler, qu'on a l'habitude de faire lors des appels de groupe. Donc, dans ce programme, il y a un appel de groupe tous les 15 jours où je réponds de façon très personnalisée, individualisée aux questions de chacune et c'est un sujet qui revient régulièrement et on peut voir ensemble de façon très précise en fonction de l'enfant, de ses particularités, de son école, de la situation, comment faire, pour que ça se passe le mieux possible, quels aménagements spécifiques pourraient être mis en place. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aider, des clientes à préparer des réunions avec l'école pour parler des aménagements, pour demander les aménagements aussi. Je les aide aussi à se sentir plus solides pour oser demander les bons aménagements pour leurs enfants, à se sentir plus légitimes, plus droites, parce que notre posture est aussi très importante dans ces moments-là. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qu'on travaille au sein du Cercle des mères d'enfants extraordinaires et si j'en parle là, c'est parce que les portes vont rouvrir d'ici quelques semaines, les portes de ce programme-là. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez être tenu informé de l'ouverture des inscriptions, je vous invite à mettre votre nom sur la liste d'attente et je vais mettre le lien juste en dessous, sous la vidéo. Et la deuxième chose que j'avais à vous dire aussi, c'est qu'un bel événement se prépare. Je vais offrir, prochainement une formation en live. Il y aura 4 masterclass offertes en live du 2 au 5 mars, le soir, une masterclass par jour, sur le thème «Accompagner et prévenir les crises de votre enfant neuroatypique». Donc là, on parlera vraiment, bah, de la gestion des situations de crise et voir aussi comment faire pour qu'il y en ait le moins possible. Donc si vous avez un enfant neuroatypique et que vous êtes concerné par cette problématique-là au quotidien, je vous invite vraiment à venir. Ce sera super en live, vous pourrez me poser vos questions, j'y répondrai en direct et c'est toujours un grand, grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et si jamais vous ne pouvez pas être là en direct, les replays seront disponibles aussi pendant plusieurs jours, donc vous pourrez suivre ensuite en replay sans problème. Cette formation offerte, c'est pas la première fois que je la donne et j'ai eu de merveilleux retours, lors de l'édition précédente et je sais que, voilà, des personnes m'ont dit à quel point ça les avait aidées. Dedans, je transmets énormément de pépites, des choses que j'aurais aimé savoir, bien avant, qui ont vraiment changé notre quotidien avec mon fils, qui aident aussi, régulièrement mes clientes et que je suis très heureuse de vous partager lors de cet événement. Et ça vous permettra aussi de connecter avec d'autres mères qui vivent, des choses similaires, avec leur enfant et ça fait toujours du bien. Quand on est mère d'enfants neuroatypiques, souvent on se sent très seule dans tout ça et ça fait toujours du bien de connecter avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses et qui nous comprennent et d'échanger là-dessus. Donc je vous invite vraiment à venir et si ça vous appelle eh bien, je vous invite à vous inscrire via le lien que je vais mettre en dessous aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.